Tac. Donc pareil, je découvre le matériel, mais bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Le titre. Bienvenue dans le Marvel Architecture Universe. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Grosso modo, c'est quoi ce titre? C'est quoi cette police de ouf qui m'a coûté 5 € sur Photoshop? Enfin bon, ça on y reviendra plus tard. Grosso modo, en fait, tout ça, ça part en fait du contexte, c'est-à-dire qu'en gros, on s'était dit avec Octo, on avait setupé un meeting en se disant ouais, Romain, tu vas faire la conf de fermeture. Par contre, on va leur envoyer du petit four en intraveineuse pendant toute la journée là, il y a sur front slide, donc il va être un peu raplapla les gens. Donc il faut que tu nous les réveilles. Et puis ils sont déconnectés du meeting. Voilà. Puis je suis resté avec ça du coup. Et je me suis dit bon bah alors du coup qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben on va essayer de rendre ça épique. Puis de toute façon la tentation est grande hein, quand on aime ce genre de sujet. Et donc je me suis vachement grosse recherche là. Qu'est-ce qui est épique aujourd'hui et bien mainstream? Et ben le sujet sur les super-héros. Et donc je me suis dit tiens ben on va faire une trame scénaristique de cette présentation comme on ferait un film de super-héros. Voilà, donc c'est un thème assez original pour quelqu'un qui aurait passé une vingtaine d'années dans une grotte et qui aurait rien vu sur l'actualité super-héros. Mais grosso modo, ça va être le thème de ce qu'on fait. Je me présente vite fait, donc moi Romain, donc voilà, CTO chez Decathlon, j'ai 35 ans, tout bon décathlonien, j'aime le sport. Moi en particulier, c'est snowboard, squash, running. Grosso modo, ça fait plusieurs années que je m'occupe de la fondation tech de Decathlon et de piloter la transformation, donc j'ai eu un panel assez large de ces sujets, de la relation avec les experts, et c'est ça dont je vais parler aujourd'hui. Et finalement, c'est ça le thème, en fait, c'est que quand on va parler d'architecture, de réarchitecture, souvent, on va aborder ça, on va toujours essayer d'aborder ça de manière ultra rationnelle, c'est-à-dire qu'on va commencer à dire, on va parler de technologie, on va parler d'infrastructure, on va parler de code, on va commencer à faire des petits carrés avec des flèches qui pointent, et là, c'est cool. Et grosso modo, en fait, la technique, ça résout pas toujours le problème. Et il y a bien des mécanismes bien plus profonds dans nos organisations qui vont créer de la résistance face au changement. Et c'est de ça dont on va parler. Et on va parler de comment on peut casser ça. Alors, je tente une analogie un peu vaseuse, hein, mais désolé. C'est que si la tech, c'était un peu notre super pouvoir, alors à ce moment-là, résoudre tous les problèmes par la technologie, ça reviendrait en fait à se dire que celui qui a le meilleur pouvoir gagne. Et du coup, le corollaire, c'est que Batman, c'est un loser parce qu'il n'a pas de pouvoir. Alors qu'on sait tous que Batman, c'est le meilleur. Et pourquoi c'est le meilleur? Parce que c'est le seul qui prend toute la problématique en compte. Et c'est le seul qui va faire toute l'étude et qui va regarder quels sont les mécanismes qui sont en jeu, comment on va casser, finalement, j'en sais rien, comment on va résoudre et qu'on va casser une mafia ou je sais pas quoi. Juste avant que je parle de ça, petite question à l'Assemblée. Il nous faut quoi pour faire un bon film de super-héros? Alors, je sais pas si quelqu'un veut tenter le coup en criant des trucs là. Il faut un méchant, ouais, c'est pas mal ça. Il faut un héros, ouais, ça c'est cool. Il faut quoi, pardon? Des minettes, ok, bon, ça je l'avais pas anticipé. Ça sera bien pour la phase d'inclusion, ça. Ok. Eh ben, que dalle, vous avez tous faux. Ce qu'il nous faut pour faire un bon film de super-héros, la première scène, c'est une scène de placement de produit. Et donc, la scène de placement de produit aujourd'hui, c'est Decathlon. Et donc, je vous propose, si vous aimez venir... Merci. Donc, une scène travaillée en soufflerie, hein, vous inquiétez pas. Si vous aimez carrément porter des slips sur des collants, voilà, n'hésitez pas à nous passer un petit chat. Voilà, on a des open space assez accueillants. Mais revenons au fond du sujet. La vraie scène d'introduction de tout film de super-héros et qui s'applique chez nous, c'est l'origin story. Voilà, on sait très bien qu'il n'y aurait pas eu de Spider-Man si l'oncle Ben n'était pas mort. On le sait tous. Et chez nous, l'origin story, c'est un truc assez... c'est un truc que j'aime bien assez. C'est-à-dire qu'on parle de Decathlon, et Decathlon, du coup, c'est une boîte qui est née il y a 40 ans dans le nord de la France. C'est une boîte qui, grosso modo, s'est donnée comme mission de démocratiser le sport, voilà, en travaillant sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc, on s'est vachement attaché à s'approprier tout ça, donc c'est-à-dire à travailler vraiment de la production et donc de la production jusqu'à la distribution. Et c'est pour ça que la plupart de nos ventes, en fait, elles se font de cette manière-là. Mais c'est aussi une entreprise qui a connu un scale assez important, puisqu'aujourd'hui, c'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, grosso modo, et c'est un déploiement d'environ 65 pays. Et en fait, c'est un peu là que vraiment notre origin story, elle commence. Pourquoi? Parce que à partir de, il y a 3-4 ans environ, on va dire, on s'est dit que c'était le bon moment pour commencer à changer d'axe, en fait, et essayer de sortir de ce modèle où on est vraiment centré exclusivement sur nous-mêmes, hein, nos produits dans nos canaux de distribution, pour passer dans quelque chose un peu plus ouvert et d'avoir une espèce de footprint un peu plus large sur l'expérience sportive. Et donc, on va dire d'aller attaquer les codes de l'entreprise plateforme. Alors, entreprise plateforme, je ne vais pas forcément, en gros,
faire de la théorie là-dessus, hein. Je veux dire, il y a des gens vachement mieux payés que moi pour en parler. Mais grosso modo, il y a deux sujets qui sont importants dans le sujet de la plateforme, spécialement dans notre cas. C'est tout d'abord le sujet de l'économie d'interaction. En fait, finalement, ce qui est au centre du sujet, c'est l'interaction, et il y a une économie qui se fabrique par rapport à ça. Donc ça, plutôt un gros breaking change, hein. Nous, on a l'habitude de travailler entre nous. Donc ça casse un peu nos concepts naturels, on va dire. Et le deuxième sujet, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'incertitudes, parce que ce qui se cache devant nous, c'est que de l'incertitude. En fait, on ne sait pas trop comment aborder le sujet. Il va nous falloir donc quelque chose, enfin en tous les cas, travailler notre transition vers quelque chose qui va être hyper versatile en fait vis-à-vis de ce qu'on veut faire. Autrement dit, slide un peu pénible, mais grosso modo, on veut faire transiter notre architecture de quelque chose de très verticalisé par activité, on va dire, comme le e-commerce, etc., vers quelque chose de beaucoup plus horizontal et de beaucoup plus, qui nous donne beaucoup plus de capacité à se reconfigurer rapidement. Ce qui est au centre, ça va être un point clé, puisque ça va être finalement cette somme de business capabilities qu'on va travailler, qui va nous donner la flexibilité dont on a besoin dans le futur. Pour autant, quand on fait ce sujet-là, quand on a ces ambitions-là, on est un peu au sommet de notre architecture du passé. C'est-à-dire que grosso modo, c'était il y a 3-4 ans, donc on est un peu à l'apothéose de ce qu'on savait faire, et notre SI, il est très représentatif de ça quelque part. Et en fait, il s'est construit autour de deux gros concepts, on va dire. Le premier concept, c'est on a un contrôle end-to-end de la chaîne, donc c'est-à-dire que du début de l'histoire à la production jusqu'à la fin de l'histoire à la distribution, on sait tout voir, on sait tout ce qui va se passer, on sait comment ça va se passer, on sait qui va agir, comment, quoi, etc. Donc ça nous donne un avantage assez intéressant. Le problème, c'est que ça ne nous oblige pas forcément à standardiser nos approches, c'est-à-dire qu'on est très dans l'exécution, dans la bonne exécution, mais pas forcément dans la standardisation. Donc ça va poser un problème dans notre histoire. Deuxième concept important, c'est que tous ces acteurs-là, tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne, à tout moment, ils peuvent se réunir autour d'une machine à café. Et à tout moment, ils peuvent décider, se taper dans la main et se dire « je vais faire un truc pourri à cet endroit-là, et c'est OK, je vais te compenser à cet endroit-là. » Et voilà, et puis c'est OK, et tout le monde se tape dans la main, et ça roule, et avec ça, on fait notre business. Donc ça, c'est un peu nos deux grands concepts d'architecture. Donc finalement, la conclusion, si on devait le dire autrement, c'est que c'est pas très économie d'interaction, en fait, quelque part. Il y a très peu de formalisme dans nos API. On a finalement une documentation qui est plus ou moins inexistante. Et ça va nous donner un petit peu le contexte dans lequel on va se lancer et dans lequel on va se dire OK, nous, on va changer un des domaines les plus critiques de l'entreprise, qui est le domaine transactionnel. Donc pour un retailer, c'est là où se passent les commandes, c'est là où se passe le fulfillment, c'est là où se passe un certain nombre de choses qui sont, sur lesquelles on a une vue assez concentrée. Donc voilà, un environnement assez favorable, on va dire, sur lequel ça fait 10 ans qu'on développe plus ou moins de la même manière, et on se dit on va tout changer finalement, mais ça suffit pas de dire ça, c'est-à-dire que le sujet c'est pas de faire que le futur, c'est aussi de faire tout ce qu'on faisait avant, mais dans le nouveau modèle, voilà, qui n'est pas documenté. Donc je le redis, c'est super méga simple en fait. Il s'agit de tout faire en fait. Donc un cahier des charges assez connu de tous. Donc du coup, quelque part, c'est là que les problèmes ont commencé, parce que à partir du moment où on doit tout refaire et qu'on n'a rien, il faut passer vers notre grand méchant dans notre histoire. Celui qui connaît tout du passé, mais dont on n'est pas sûr qu'il est capable de se projeter dans le futur, à savoir notre expert. Alors l'expert, il faut petit disclaimer avant d'aller beaucoup plus loin avec l'expert. D'abord, premier disclaimer, d'abord tout ce que je vais dire là, bon ça s'applique pas à Octo, on est d'accord. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils m'ont invité en première classe. Je veux dire, je vais quand même faire la part des choses. Le déjeuner était vraiment super, merci les gars, mais voilà, je reste professionnel, donc ça n'a rien à voir avec eux. Deuxième point, c'est pas tant l'expert que je viens critiquer dans cette histoire, mais c'est plus notre management de l'expertise. Je veux dire, j'ai bien conscience qu'on fait des métiers très techniques, on a besoin d'expertise, c'est pas le sujet, mais c'est la façon dont on va gérer ça et la façon dont on va organiser ça qui peut poser un problème à la fin de l'histoire. Alors l'expert, prenons 2 secondes pour faire un peu l'étalage en fait. C'est qui cet expert-là? Alors l'expert, c'est lui.
Il est chouette, hein. Je t'ai bien aimé la première fois que j'ai vu. L'expert, ce que dit la littérature, c'est que c'est quelqu'un qui a un certain nombre de compétences. Alors, première compétence, bon, super facile, connaissance. Hein, il est capable voilà, d'avoir une grande connaissance très profonde sur un sujet en particulier, ça c'est relativement simple. Deuxième sujet, du fait de toutes ses expériences, du fait de voir pas mal de choses, il est capable d'avoir des jugements très pertinents et donc de les diffuser, donc ça c'est plutôt sympa. Troisième compétence, communication. Point non moins important dans nos entreprises, hein, pour savoir finalement avoir les débats qu'il faut avec les experts comme les non-experts. Et puis après, un petit paquet honnêteté, indépendance, skills, ce qui fait pile 6 comme 6 pierres de l'infinité, ce qui est, vous conviendrez, assez pratique pour ce genre de slide. Donc ça, c'est un peu notre expert. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se pratique aussi dans la vraie vie. Alors, les experts dans la vraie vie, par exemple, c'est souvent des gens qui ont suivi des formations bien spécifiques, comme par exemple l'expert comptable ou expert juridique. C'est souvent des gens aussi qui obéissent à un code de déontologie, hein, qui va plutôt borner leur interaction avec les entreprises et finalement cadrer leur action. C'est aussi des gens qui, grosso modo, vont intervenir de manière ponctuelle dans les entreprises, ce qui va permettre de d'avoir une certaine forme de neutralité qui s'installe, et donc de la part du groupe, d'avoir une forme d'acceptation du jugement de ce qui peut être rendu par l'expert. Et je crois que vous l'avez compris, mais dans nos entreprises, les experts qu'on a à résidence, autant le point de la connaissance, c'est souvent là, je veux dire, c'est souvent, c'est parce que tu sais tout que tu es devenu un expert, grosso modo, autant le reste, ça n'existe pas ou peu en fait. Et j'ai jamais vu beaucoup d'experts d'entreprise signer un code de déontologie, par exemple. Et ça, c'est un problème, parce que nos experts, ils n'ont pas d'autre point de chute, en fait, grosso modo. Donc ils sont là, à résidence dans nos entreprises. Et ça, c'est un petit problème, parce qu'une fois qu'on a dit ça, finalement, on pourrait résumer la valeur de l'expert à se dire, finalement, notre expert, la perception de la valeur qu'il a, elle est égale en fait, à la somme de savoirs exclusifs qu'ils ont sur un domaine. Et ça, c'est super dangereux, parce que quand on fait ça, on commence à installer toutes les mécaniques classiques pour avoir du biais. Alors, on en a parlé juste avant, donc c'est plutôt intéressant comme raccord. Alors le biais, il faut en parler, parce que le biais, c'est un truc hyper important. Donc le biais, il faut comprendre ce que c'est. D'abord, c'est un mécanisme essentiel, en fait. C'est-à-dire que sans biais, grosso modo, on ne peut pas survivre. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre comment le cerveau fonctionne. Le biais, il est là pour nous empêcher de processer toute l'information et faire des actions très rapides, prendre des décisions très rapides face à des stimulations. Par exemple, si je prenais l'exemple de « je vais serrer la main », je n'ai pas besoin de calculer la vitesse, l'angle, la force que je vais mettre. Enfin, c'est un truc assez naturel, quoi. Je serre la main et puis ça se passe bien. Et en fait, mon cerveau, il a été entraîné à ça. Je veux dire, ça fait des années que je serre des mains pour faire ça. Et donc, voilà, j'ai un pattern un peu dans mon cerveau là, qui me permet de faire ça de manière assez naturelle. Je n'ai pas besoin de forcément trop y réfléchir, sinon je serais quasiment incapable de le réaliser. Enfin, il me faudrait beaucoup de temps, puis la personne ne serait plus là, puis ce serait un peu bizarre, du coup. Voilà. Et en fait, le mécanisme, il est à peu près juste, en fait. Et ça aussi, c'est important de le comprendre. À peu près juste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas grave si de temps en temps je me rate là. Vous savez, quand on se croise les doigts, là, puis ça fait un truc un peu bizarre, et on est dans cette zone là où on ne sait pas très clair si on est amis ou pas amis encore, là. Mais bon, c'est OK, je veux dire, le mécanisme, il n'est pas risqué. Je suis en train de serrer une main. Par contre, quand je suis en train de faire une transformation d'entreprise, quand je suis en train de refondre un système, si je commence à arriver avec les mêmes types de biais, eh ben, ça commence à devenir dangereux parce que je commence à prendre des décisions hâtives. Exemple, le biais de confirmation. Alors, il y a un codex qui existe, qui fait une liste incroyable du nombre de biais, qui fait que du coup, on se demande si on pense par nous-mêmes ou si on a une somme de biais. Mais enfin bref, j'ai pris celui-là, il est assez intéressant. Donc, le biais de confirmation. Alors, le biais de confirmation, par exemple, quand on est un expert et que ça fait 10 ans qu'on fait la même chose, ce qu'on a dans notre cerveau, c'est ce qu'on appelle des croyances, en fait. Et quand on est face à une stimulation de gros changements, le premier pattern qu'on peut observer, enfin en tout cas que j'ai observé pendant de longs mois, c'est que la personne va commencer à chercher toutes les justifications qui ramènent à ses croyances. C'est-à-dire, je crois que ça existe, donc je vais chercher toutes les preuves que mes croyances existent. Voilà. Et je commence par ça. Ça, c'est dangereux. Mais pourquoi les gens font ça ? Parce que c'est ultra satisfaisant. Enfin, je veux dire, notre cerveau, il est fait pour ça, du coup. Donc notre expert, il est content. C'est rapide, c'est facile, je suis arrivé vite à un résultat. Si on regarde comment ça marche dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la vie scientifique, quand on cherche à dépassionner le débat, enfin en tout cas à débiaiser le débat, je ne sais pas si ce mot se dit, mais je viens de l'inventer. Ce qu'on voit, c'est que la méthode scientifique, elle ne marche pas du tout de cette manière-là.
La méthode scientifique, elle ne cherche pas à justifier nos croyances. Elle sert à dire, j'observe, de l'observation, je vais tirer des hypothèses, je vais faire des tests pour voir si les hypothèses sont réelles, je vais regarder mes résultats, et à la fin, mes résultats, ils vont me dire, est-ce que oui, mon hypothèse, elle était réelle initialement, et en quelle quantité elle est réelle, parce que si jamais, pour savoir quel poids elle a dans le modèle initial. Et je vais continuer. Et en fait, ça, c'est un travail qui est beaucoup plus compliqué, et ça rend notre expert pas content, grosso modo. Voilà, donc conclusion de tout ça. Il faut comprendre que c'est dangereux dans nos organisations de laisser ce genre de cadre être en place. Et si on ne surveille pas, qu'on est rigoureux dans la méthode et qu'on a cette approche-là, eh ben, ce qu'on accepte implicitement en tant que leader tech, c'est que finalement la vitesse de transformation de l'entreprise, elle est juste égale à la vitesse de transformation de l'expert. Voilà, donc en gros, on a des croyances. Si ces croyances n'évoluent pas, l'entreprise n'évolue pas. Donc le scénario d'entrée, là, la petite question d'entrée du genre « Ah, il n'était pas là, on a demandé à l'expert, il vient nous recevoir, il nous dit que c'est pas possible », eh ben, c'est un scénario qui se répète d'entreprise en entreprise, et c'est super dangereux. Alors, pour faire un bon film de super-héros, ce qu'il nous faut, c'est une première bataille, et surtout une première défaite. Et ça, je vous reprends le fil de l'histoire. On était super motivés avec les copains de se dire bah, ça y est, on va révolutionner le modèle transactionnel, on sait ce qui va se passer. Enfin, je veux dire, on est chaud là. Et puis on va aller voir nos experts parce qu'on est obligé de passer par eux, hein, c'est eux qui ont le savoir, je vous rappelle. Et puis on va aller discuter avec eux. 15 minutes. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut retenir. C'est à peu près le temps que j'ai réussi à tenir face à eux. Avant de recevoir un peu la phrase lapidaire qui était un peu dans l'introduction, c'est tu comprends, c'est beaucoup plus compliqué que ça marchera jamais. Voilà. Puis souvent, c'est suivi d'un espèce de lever là qui veut dire je m'en vais, là, j'ai autre chose à faire. Puis démerde-toi, allez hop. Et donc voilà. Et donc grosso modo, on se retrouve là, et donc je l'ai fait plusieurs fois, et en fait, je me rends compte, j'arrive à rien en tirer, parce que cette phrase-là, elle m'aide pas beaucoup. C'est-à-dire que j'ai des diagrammes, j'ai des modélisations, enfin, j'ai des idées, quoi, mais j'arrive pas à les confronter au réel, et j'arrive pas à tirer ce que j'ai besoin. Et en fait, chez Decathlon, c'est assez marrant, parce que nous, nos structures de communication, elles sont super faciles, c'est-à-dire que on peut parler quasiment de n'importe quoi avec n'importe qui à n'importe quel moment. Il n'y a pas de grande cérémonie par rapport à ça. Donc, on en a essayé d'en tirer parti, mais voilà le résultat qu'on a eu. Bon, et là, du coup, je fais mon introspection. Et hyper naïvement, merci, je me dis, OK, en fait, le problème de mon approche, là, c'est que j'ai pris les gens à froid. C'est-à-dire, j'ai pris entre deux réunions, est-ce que tu peux me parler, tiens, on va parler d'un truc, ça va être sympa, tu vas voir, etc. A priori, c'est ton domaine de compétences, donc on va bien s'amuser. Et puis, en fait, je me dis, bon, c'est ça le problème, en fait, je ne les ai pas mis en condition. Donc, on va changer d'approche. Deuxième défaite. Je spoil. Deuxième défaite, pourquoi? Parce qu'en gros, on s'est dit, bah, tiens, on va faire un événement dédié à la transformation, juste au seul sujet de la transformation, ça va être génial, on va le teaser, on va le préparer, puis on va être vachement sournois, c'est-à-dire qu'on va dire, on va commencer les premiers jours, on va se mettre hors site déjà, ça c'est un point important, mais on va commencer les premiers jours à parler de ce sur quoi tout le monde est d'accord. Voilà, comme ça, au moins, il n'y aura pas vraiment de fight au début. Et puis on va avancer naturellement jusqu'à la phase dramatique du dernier jour, où le dernier jour, on doit parler du vrai sujet, et à la fin, on se vote encore complètement, et c'est terrible. Et en fait, on se vote parce que... on se vote, mais il se passe quelque chose, c'est qu'en fait, je vous ai dit, on est hors site. Et quand on est hors site, bah, les gens, ils ne peuvent pas se lever et puis retourner à une réunion, quoi. Je veux dire, je les ai un peu enfermés dans un coin, là, ils sont captifs. Donc ils sont un peu obligés de discuter. Et donc, on arrive à discuter, à casser une première fois le modèle, et puis à le fixer en live, et puis après, ben, de nouveau un problème. Et puis là, on n'arrive plus à avancer, et puis voilà, on se quitte un peu là-dessus, et 18h, c'est terminé. Donc pareil, on reprend le temps. On se dit, OK, on vient de vivre deux gros éléments, un peu des échecs. Comment on va changer notre approche? Comment on va être vachement plus rigoureux? Comment on va se rapprocher de la méthode scientifique quelque part, même si c'était pas l'intention à la base. Et du coup, on tire 5 conclusions de ce qui s'est passé là. D'abord, le temps d'attention, 30 minutes, 40 minutes max. Après, les téléphones ressortent, après, on pense aux enfants, on pense qu'on a oublié de valider le panier chronodrive et que ça va être chaud ce soir. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui reviennent et au bout de 40 minutes, on n'y est plus dans l'histoire. Deuxième sujet, il y a plein de sujets parasites qui ressortent. C'est-à-dire, dès qu'on commence à parler de sujets, si on n'a pas cadré un peu l'approche, mais il y a plein de choses qui ressortent. Donc on va parler d'infrastructure, on va dire oui, mais le cloud provider, mais en fait, je sais pas, je sais même pas encore ce que je veux faire. Oui, mais le cloud provider, je sais pas en fait. Je sais même pas si j'en ai besoin d'un, en fait, je sais rien, en fait, on n'a pas eu le temps d'en parler. Voilà. Donc ça, c'est des sujets qui font du bruit, ça nous empêche de nous concentrer. Troisième point, ça c'était prévu, mais on a énormément de cas qui sont non documentés. Puis c'est des interrupteurs en fait. C'est-à-dire qu'on commence une conversation,
et le mec, il nous lâche un missile, quoi. Et le missile, c'est le cas le plus complexe de la boîte qui arrive à 0,03% des cas, mais on n'a pas la donnée pour dire que ça arrive à 0,03% des cas, mais on sait qu'il existe, et on sait qu'il est pénible, et on ne sait pas trop comment l'adresser. Et donc, on bute un peu dans la conversation. Quatrième point, quatrième conclusion, on a une critique hyper facile qui consiste à dire, tu sais, ça marche, ça existe, ça c'est réel, toi c'est une idée. Donc ça aussi, ça s'appelle il y a d'autres biais qui parlent de ça, etc. Mais grosso modo, ça c'est une critique hyper simple. Et donc on se dit, si on change quelque chose, ça il va falloir qu'on raccourcisse vachement cette partie tangible. En fait, il va falloir qu'on amène quelque chose de tangible dans le futur. Et puis le dernier point, la dernière conclusion, c'est qu'on observe une certaine forme de plaisir à venir casser le modèle. Voilà. Bon, et du coup, partant de ces 5 conclusions, on se dit, changeons de méthode. On va être un peu plus rigoureux, puis on va essayer de travailler ça. Donc, finalement, on travaille une méthode qui aurait donc 3 caractéristiques. Première méthode, je l'ai dit, il y a une certaine forme de plaisir à casser le modèle. Mais ça, c'est cool, ça. C'est-à-dire, je veux dire, mon ego peut totalement survivre au fait de me faire démonter mon système tout de suite, là. Donc ça, c'est super. On va gamifier le truc, on va le retourner, on va en faire un élément important. Deuxième point, il faut qu'on soit obsédé par rendre les choses tangibles, c'est-à-dire qu'il faut qu'on raccourcisse le temps entre l'idée et le réel. Donc on va essayer de trouver une méthode qui va aussi mettre une espèce de règle où on va parler vraiment du fond et de rester hyper focus. Et puis, dernier point, et non des moindres, c'est qu'on veut quelque chose de light et facile. Donc ça, c'est un truc un peu dur à obtenir, mais finalement, l'ambition secrète qu'on a derrière, c'est de se dire, l'architecture, ça va être une compétence. Ça ne doit pas être une compétence, c'est une compétence de tous, en fait. Et ça ne doit pas être surtout la propriété juste de certaines personnes. Parce qu'on reviendrait au problème d'après, qui consiste à dire que du coup, l'entreprise, elle évolue à la vitesse de celui qui sait la transformer, et ça devient le même problème en tournant rond. Donc, grosso modo, on a ces 3 ambitions-là, et on crée un peu cette méthode-là, à l'époque, pour appeler la Captain America méthode, je ne sais pas, enfin bref, ce serait pas mal. Et cette méthode-là, ce serait une méthode qui va être une méthode très itérative, dont l'idée, en fait, ça va être de rapidement modéliser les choses. Donc c'est un peu le train product qu'on a au milieu, c'est-à-dire qu'on va créer un modèle virtuel qu'on va entraîner super rapidement dans des phases préparatoires et dans des phases de challenge. Donc phase préparatoire et phase de challenge, on va y rentrer juste après, mais c'est ça un peu la méthode. Et l'enjeu, c'est comment on va exporter la connaissance qui est dans la tête des gens sans exporter trop de biais qui peuvent venir avec, comme ce qu'on a en première intention quand on discute avec les gens. Alors la phase préparatoire, ça marche comment? Alors ça marche un peu comme ça, c'est-à-dire que grosso modo, on se dit, allez, c'est parti, on va designer notre business capabilities, on va faire du design by contract, c'est-à-dire que grosso modo, ce qui est le plus important là-dedans, c'est on va commencer à designer les inputs-outputs de notre produit, ça va être la base de notre discussion, et ça va être la base de notre modélisation. Ce qui est important dans cette phase préparatoire, c'est une phase qui dure 2 à 3 jours, je l'ai montré précédemment, mais c'est hyper important de se rappeler que ce qui est important, c'est le rythme, et surtout pas la pertinence du modèle, parce qu'en fait, on a la phase juste après qui va venir péter le modèle en fait, en permanence. Et c'est OK. Ce qui compte, c'est de garder le rythme, de garder en fait, le flux en fait, quelque part, et l'intention avec les experts, et du coup d'amener à la discussion. Et puis, parce que j'ai dit qu'on voulait un truc lightweight, on veut quelque chose de vraiment lightweight, donc on va se concentrer sur 4 outils exclusivement pour retravailler. Premier point, Markdown, parce que c'est simple, parce que c'est rapide, parce que vous connaissez à peu près tout ça, mais grosso modo, c'est facilement interprétable, c'est utilisable par des product managers comme par des développeurs, donc c'est aussi assez utile aussi quand il s'agit de faire la documentation. On va utiliser JSON pour la modélisation des objets. Pareil, un bon coup rapport, en fait, structure, on va dire facilité de lecture, donc c'est pareil, pour embarquer les gens, c'est pratique. On va utiliser GitHub pour tout ce qui est versionning, stockage, tout ce qu'on va faire. Là aussi, c'est intéressant, on peut utiliser depuis des IDE, etc. Donc, pareil, c'est plutôt pratique. Et puis, on va utiliser Mermaid.js pour tout ce qui est diagramme d'interaction as code, parce que, pareil, ça fait des trucs très propres, très rapides. Et ça, c'est à peu près ce qu'on veut. Donc, cette phase, elle va durer 2-3 jours et on va travailler à fond là-dedans pour créer un modèle sur la base de ce qu'on a compris. Puis vient la phase de challenge. Et la phase de challenge, elle vient et on dit, grosso modo, on invite à peu près tout le monde. Alors, ce à peu près tout le monde, il est vachement clé parce que c'est les experts, même les non-experts, en fait, en réalité. Et on va les inviter pendant 30 à 40 minutes. Et le seul objectif qu'ils ont, c'est casser ce qui marche, casser notre modèle. C'est-à-dire nous montrer que c'est pas possible.
Ouais, c'est le seul objectif de la séance. Et ce qu'on va faire en fait dans cette séance-là, c'est qu'on va documenter, mais tout documenter, c'est-à-dire tous les use cases, tout ce qu'on est en train de se dire. On va documenter toutes les définitions, parce qu'on veut rendre le truc désambigu à la fin. Et des fois, il n'y a pas plus ambigu que, par exemple, un stock et une disponibilité. Alors, c'est quoi la différence? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, on va travailler à fond sur la documentation. Et puis, ça va être une rampe de lancement pour la suite. Et puis, dernière règle, on ne parle jamais de faisabilité. Je veux dire, on a des biais... Voilà, en technicien, on a des biais super importants de se dire, de parler de, j'en sais rien, ouais, on va mettre un streaming, etc. Ouais, mais c'est pas encore le moment d'en parler. On verra ça encore après, pendant la phase de conception. Alors, qu'est-ce qu'on obtient quand on fait ça? Grosso modo, on obtient ça, en fait. Et je vais en parler après, j'ai un exemple, je vous montrerai un exemple d'un document type. Mais on obtient un modèle entraîné. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui a tourné, donc on l'a préparé, il s'est fait casser, et puis on l'a repréparé, puis il s'est refait casser, etc., jusqu'à un moment donné où on n'arrive plus à le casser. Donc en fait, ça y est, il s'est stabilisé de lui-même, et on a quelque chose avec lequel on peut commencer à se projeter sur la réalisation. Deuxième point, oui, et puis point important sur ce truc-là, comme on a tout designé au niveau contrat, on voit aussi un autre effet qu'on a vu un peu plus tard dans le temps, c'est qu'on voit qu'on a protégé notre code par le contrat, parce que le contrat est très évolué finalement, mais le code qu'on a produit, pour l'instant, il est inexistant. Et quand on va le produire, on va pouvoir vachement bien lotir, et on va être protégé par nos API qui, elles, vont être très entraînées, et notre code, lui, va être au départ peut-être assez basique quelque part, mais c'est OK parce qu'en fait, tous les gens qui vont s'interfacer avec nos API vont être déjà un peu sur la version finalisée de notre modélisation. Donc quelque part, on va pouvoir itérer vachement plus facilement et on va vachement mieux gérer la partie versionning, qui est un point toujours un peu délicat quand on fait du service. Deuxième point, on a des sets de validation. Ce que je veux dire, c'est que ça aussi, c'est un truc qui était un peu rare à l'avant, c'est qu'on commence le projet en connaissant tous les cas tricky. Donc on sait les coder, on sait coder par rapport à ces cas-là. Donc on sait maintenir le modèle en fait pertinent dans le temps par rapport à tout ça. Donc ça, c'est un point important. La documentation, j'en ai parlé, mais on a quelque chose qui va être clé pour la suite. Et puis en fait, on a le Graal, un peu ce qu'on était venu chercher, c'est-à-dire la reconnaissance de nos experts. Je vous ai mis alors j'ai modélisé en fait un document. Alors le document, ça peut être très long, donc ça rentrait pas sur un slide, donc j'ai fait une version simple. Mais grosso modo, un document de synthèse, ça ressemble à ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a? On se retrouve là-dedans avec, par exemple, les key definitions. Donc les key definitions, c'est ce que je disais, il faut rendre le truc désambigu. Donc on va poser tout ce qui est définition et tout ce qui est changement clé. C'est un espèce d'exec summary qui résume un peu la somme des problématiques qu'on va gérer et quels sont les gros points qu'on va tacler dans ce projet. Deuxième point, on va avoir un point par activité. Une activity, en quelque sorte, elle est, on va dire, traditionnellement composée de 3 choses. Nos schémas d'interaction, un peu ce qu'on voit en bas, voilà, un truc très clair qui dit voilà comment on va utiliser le truc, dans quel contexte ça va le faire, quels sont les acteurs qui vont l'appeler, comment ça va marcher, etc. Et puis la modélisation du contrat avec toutes les règles, avec tout le JSON qu'on a modélisé précédemment. Et puis on a aussi toute la somme des use cases. Bon, mais là ça rentrait pas, mais vous imaginez bien comment ça se fait. En fait, on juste les plus gros use cases, on les met dans l'histoire, et puis on voit comment ça se modélise et comment on fait rentrer tout ce qui existe ou tout ce qui peut être dans la tête des gens et comment on arrive à les modéliser dans notre système. Et puis dernier truc qu'on a rajouté il n'y a pas super longtemps, par exemple, c'est qu'on a parlé de version aussi, parce que ça nous a aidé aussi dans la parallélisation. C'était, comme je disais, quand on va commencer à développer, on va se servir des versions pour plus ou moins dire, là, par exemple, on a un tableau avec plusieurs unités, mais peut-être que la première version de notre code, il donnera qu'une seule valeur dans ce tableau-là, parce qu'on n'est pas capable pour l'instant dans la première version de donner plus qu'une valeur. D'accord ? Donc ça nous permet de dire ce qu'on va faire et de permettre à tout le monde de s'aligner par rapport à ça et de prendre des décisions. Donc ça aussi, ça nous aide beaucoup pour la parallélisation. Voilà. Donc ça, c'est un peu le résultat final. Alors, donc ça fait des très grands documents, donc là j'ai mis une version extrêmement simplifiée, mais dans l'idée, c'est ça qu'on utilise. Dernière scène pour faire un film de super-héros, après avoir battu le méchant, il nous faut un legacy, un héritage. Et l'héritage chez nous, c'est 4 points en fait, quelque part. D'abord, c'est de se dire que, je vous ai dit, on s'attaquait à un des sujets les plus complexes de l'entreprise. Un sujet sur lequel ça faisait 10 ans qu'on faisait la même chose. Ça nous a pris environ 4 semaines pour le rétro-documenter, nous donner la base de connaissances qu'il y avait là-dedans. C'est assez rapide en fait, quelque part. Ça nous a vachement aidé aussi dans notre développement. L'application sur laquelle on a développé cette méthode-là, 3 mois plus tard, elle est en prod en fait. Ça nous a pris juste 3 mois après pour engager le développement et commencer la prod. Et 18 mois plus tard, c'est juste 1 milliard d'appels en fait qu'elle a, cette application, sur ses API.
Et c'est un asset assez clé, puisque aujourd'hui, je crois que c'est un business model, enfin, en plus du passé, hein, qu'on fait déjà vachement mieux, mais on est en train de se poser la question de savoir, enfin, je n'ai pas encore de chiffres à vous donner sur les impacts que ça peut avoir, mais ça couvre tous les cas. Ça a enablé des nouveaux business. Et les nouveaux business en question, là, on parle de quelque chose qu'aux alentours de 65 millions d'euros l'an dernier, 150, je crois, prévus cette année. Donc, c'est des choses qui sont assez stratégiques en termes d'impact. Troisième legacy, il y a de plus en plus de gens qui utilisent cette méthode-là chez nous. Donc ça marche en fait. Le fait que ce soit light, ça marche. Et en fait, on voit des gens qui l'apprennent et qui l'utilisent pour faire leur propre modélisation, leur propre produit, leur propre business capabilities. Donc ça, c'est un point dont on est content en fait à la fin, c'est que c'est pas une propriété de Romain qui sait le faire et les autres savent pas le faire, et ça, c'est plutôt cool. Et le dernier point, bon, qui est un point assez nouveau, qu'on constate là, c'est qu'en plus, non seulement on s'en est servi pour créer des nouvelles business capabilities, mais aussi on commence à s'en servir pour essayer de comprendre un peu quels sont le futur de nos impacts, en fait. C'est-à-dire quand on a un nouveau business model, une nouvelle approche, un nouveau sujet, on se sert de cette même méthode pour finalement documenter la problématique et voir où vont être les impacts, où vont être les problèmes, etc. Donc ça nous rend un peu future-proof, là, un peu dans l'approche, et ça nous donne une méthodologie pour y arriver. Voilà pour cette partie-là. Takeaway, il y en a deux, et c'est mon dernier slide, promis, après vous pouvez rentrer chez vous. Deux takeaways. Le premier takeaway, c'est, vous l'avez compris, voilà, Decathlon, c'est pas forcément un petit player. Voilà, je disais, on parle de plus de 13 milliards aujourd'hui de chiffre d'affaires, etc. Donc ça reste quand même un player assez important. Mais oui, des méthodes light peuvent permettre de faire de la modélisation, et de la modélisation rapide et du développement rapide. Ça, c'est un peu la première conclusion qu'on a. Et ça, on en est très content parce que voilà, on voit que ça marche, on n'a pas déployé des trucs hyper sophistiqués, mais c'est suffisant pour pouvoir aller très vite dans notre modélisation. Et deuxième takeaway, c'est un peu le thème classique des films de super-héros que j'ai envie de reprendre. Qui garde les gardiens? Et c'est un message un peu à l'attention des leaders technologiques, des leaders tech qu'il y a dans la salle. Il faut se poser cette question-là, en fait. À chaque fois que vous êtes dans votre organisation et que vous vous dites il y a un expert qui gère, oui, c'est super pratique. Oui, c'est super, vous n'en avez pas le temps d'être dans tous les détails de tout. Mais il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'on a mis en place l'organisation qui va permettre aux experts de pratiquement killer leur propre job? Et à chaque fois qu'on ne fait pas ce travail complémentaire, finalement, on accepte juste implicitement que la vitesse de l'entreprise, c'est la vitesse de l'expert. Et ça, c'est super dangereux. Et je ne suis pas sûr que vous soyez payé pour ça. Merci à vous.